Bonjour à tous et bienvenue dans Caritas pour une heure d'échange et de découverte d'une association chrétienne. Aujourd'hui, nous partons au Rwanda avec la Fidesco en compagnie de mes invités, Monsieur Jean Robin. Bonjour. Bonjour monsieur, vous êtes directeur de Fidesco Projet. Tout à fait. Monsieur Patrice Latron. Bonjour monsieur. Vous êtes responsable Afrique Fidesco. Et puis monsieur Jean-Marie Twambazemungu. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes rwandais. Vous avez été responsable du centre Cyprien et d'Afrose Rubanga de 1994 à 2009. C'est un centre destiné à accueillir les enfants des rues. Vous nous raconterez l'histoire singulière de la création de ce centre au cours de cette émission. Bienvenue à tous les trois. Nous aurons aussi l'occasion de visiter ce centre grâce aux images d'Emeric Coletta qui s'est rendu sur place très récemment. Avant de découvrir cette belle initiative, Jean Robin, est-ce que vous pouvez nous présenter la Fidesco ? Tout à fait. Donc Fidesco, c'est une association de solidarité internationale. Bon, communément, on dit une ONG, mais en fait, le vrai terme, c'est organisation, association de solidarité internationale, dont le métier est d'envoyer des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, puisque nous envoyons des retraités, des jeunes retraités, des jeunes en mission humanitaire, on appelle le volontariat de solidarité internationale. Pour faire ce travail, nous sommes agréés par l'État français, par le ministère des Affaires étrangères. Et le deuxième métier de Fidesco, c'est de gérer en propre des projets comme celui du centre Ougamba dont on va parler aujourd'hui, à la demande de partenaires locaux, mais dont Fidesco a totalement la charge, juridiquement et économiquement, on va dire. Et donc Fidesco existe pour faire ce travail depuis maintenant bientôt 30 ans. D'accord. Donc l'existence, c'est quoi à peu près Créé en 1981. Fidesco a été créé en 1981. Voilà. Donc nous avons maintenant des volontaires dans 35 pays à peu près. Presque 170 volontaires sur le terrain. Et sur tous les continents ? Presque, oui, absolument. Amérique du Nord et du Sud, Afrique, Asie et même en Europe. Voilà. D'accord. Patrice Latron, quelle est la présence de Fidesco sur le continent africain ? Alors, elle est assez importante, probablement pour des raisons historiques de lien entre la France et un certain nombre de pays africains. On se retrouve dans pratiquement plus d'une vingtaine de pays, des volontaires. Oui. Qui sont donc renouvelés selon l'orientation de Fidesco, qui reste 2 ans en poste, et qui remplissent des missions de développement au service de l'Église en général. Et quelle est depuis quand la Fidesco est-elle présente au Rwanda en particulier ? Alors depuis 1983, dès le début pratiquement, les premiers coopérants sont partis au Rwanda. D'accord. Quelle est la spécificité de la mission Fidesco Rwanda ? Ce n'est pas un pays comme un autre en Afrique ? Non, mais il n'y a pas de spécificité. Si vous voulez, on essaye de répondre à des besoins qui sont exprimés par les églises pour servir au développement. Alors, il y a beaucoup de missions dans le domaine de la santé et de l'éducation, on va dire principalement. Néanmoins, le génocide tragique de 1994 a créé des besoins spécifiques. Quels sont-ils ? Alors, bien sûr, les événements qui se sont passés ont généré, alors peut-être plus par le biais de la communauté de l'Emmanuel, des besoins nouveaux, de prise en compte un peu de la situation qui avait été générée par ces événements, et notamment au niveau des enfants, si vous voulez, qui ont été abandonnés, qui ont été séparés de leurs parents, traumatisés, et où là, les membres de la communauté de l'Emmanuel, devant les situations qu'ils voyaient, que même beaucoup de membres de la communauté vivaient, se sont estimés nécessaire de devoir faire quelque chose, si vous voulez, de prendre en charge et dans un geste de compassion, d'accueil et de solidarité. Alors il faut le préciser, Jean Robin, donc la Fidesco est une création de la communauté de l'Emmanuel. Tout à fait, c'est une association, comme je le disais, de solidarité internationale créée par la communauté de l'Emmanuel, à la demande d'ailleurs des évêques africains francophones. Alors l'histoire se résume très simplement. En 1981, les évêques francophones étaient réunis à Rome à la demande de Jean-Paul II pour un synode pour la famille. Et ils nous ont dit, écoutez, aidez-nous à trouver des ingénieurs, des médecins, des agronomes, des infirmières dans nos œuvres caritatives et sociales. Vous savez que l'Église est très très présente sur le continent africain et fait un très gros travail de développement social et humain. Et la communauté d'Emmanuel, qui était co-animatrice de ce synode, a dit écoutez, ok, on va créer une ONG qui vous enverra des jeunes professionnels pour vos œuvres de développement et social, mais également des jeunes professionnels qui correspondent à la vision chrétienne du développement et qui vous aident dans vos œuvres, le travail de l'Église, qui est celui finalement d'annoncer Jésus-Christ et de pouvoir
aimer les hommes et les servir. La charité. La charité. Jean-Marie, donc vous avez été cofondateur du centre Rubanga dont on va parler dans cette émission. Des centres de réinsertion des enfants des rues, il n'y en a pas qu'au Rwanda, il y en a aussi dans d'autres pays. Quelle est la spécificité de celui de Kigali ? Alors, la spécificité de celui de Kigali, c'est le contexte même de notre pays à l'époque de sa création. 94. Oui, on s'est retrouvé devant une situation qui était, je dirais, propre, où justement le nombre des enfants était beaucoup trop dans les rues. Suite d'abord au génocide, vous avez beaucoup de familles, les parents tués et les enfants éparpillés ici et là. Et puis, c'était pendant la guerre, et vous avez beaucoup de gens qui ont fui le pays, et dans la fuite, ils abandonnaient leurs enfants ici et là. Donc, la situation a fait que partout, il y avait les enfants, plus que dans d'autres pays, donc la situation était un peu particulière. Donc, devant cette situation, tout le monde ne pouvait pas faire fermer les yeux. Nous, en tant que, d'abord, humain, et puis en tant que chrétien, on s'est dit que faire. C'est comme ça que l'idée est venue de créer un centre d'accueil pour ces enfants. Au départ, il n'y avait pas, l'idée n'était pas de créer le centre parce que c'était pas un projet qui a été prémédité. Donc on s'est retrouvé devant une situation où il fallait agir. Donc on a commencé par le placement des enfants dans les familles, en commençant par nos propres familles, les familles des membres de la communauté d'Emmanuel. Mais on a vu que ça débordait. Quand on a commencé, à moins d'une semaine, on avait déjà plus de 300 enfants à s'occuper. On était débordés. C'est comme ça que la situation a évolué aussi vite vers une création d'un centre d'accueil pour ces enfants. Donc on va en parler. Avant, je vous propose de partir au Rwanda grâce à Emeric Koleta. Nous allons visiter ce centre, le découvrir, donc ce centre Cyprien et Daphrose, du nom de ses créateurs, Rubanga. C'est un reportage d'Emeric Koleta. Regardez. Dans Kigali, la capitale et la plus grande ville du Rwanda, il y aurait aujourd'hui près de 7000 enfants en errance dans la rue, alors que la ville compte un peu plus d'1 million d'habitants. La plupart de ces enfants ont fui leur domicile familial. Un phénomène de grande ampleur qui mobilise en premier lieu des ONG, et parmi elles, la branche rwandaise de Fidesco, une organisation créée en 92 pour s'occuper des enfants des rues dans le centre Rugamba. L'enjeu principal du centre, réunifier les enfants, c'est-à-dire les replacer dans leur famille et comprendre les raisons de leur départ pour éviter qu'ils ne retentent l'expérience de la rue. Un travail de rééducation de longue haleine et un travail de fourmi, car faute de moyens, les places disponibles ne sont pas légion. Normalement, nous avons une capacité d'accueil de 80 enfants. Mais on accueille les enfants au fur et à mesure qu'on réunifie d'autres. C'est-à-dire que si on réunifie 20 enfants dans telle période, alors on a de la place, on a encore de la place pour accueillir d'autres enfants de la rue. Alors on accueille les enfants au fur et à mesure qu'on a des places. Un travail minutieux et personnalisé selon Elie, qui dirige le centre depuis plus d'1 an. C'est la philosophie de tous les animateurs. La prise en charge est totale. Pension complète, frais de scolarité, activités sportives et surtout soutien scolaire. 25 salariés travaillent sur ce projet en permanence avec des enfants qui ont entre 7 et 18 ans. Ils sont éducateurs, assistantes sociales, professeurs, voire même détectives pour retrouver les familles. Mais en attendant, les animateurs sont une sorte de famille de substitution avec ses bons et ses mauvais côtés. Et l'exemple ne tarde pas à venir. Une petite bagarre éclate entre 2 pensionnaires du centre. Sœur Joséphine, qui est assistante sociale, se presse pour les séparer. Attendez, dites-moi ce qui s'est passé. On était en train de jouer aux cartes. Et bon, pour rigoler, je lui ai arraché des mains. On s'est mis à courir. Alors il m'a pris une chaussure et a déchiré mon t-shirt. Il faut connaître que ces enfants sont les enfants qui n'ont pas eu assez d'affection. Souvent, ils ont l'agression. Et si ça agresse entre eux comme ça, on essaie de les approcher tout d'abord. Et puis,
on leur montre tout d'abord qu'on les comprend tous les deux. Des fois, il affiche des caractères très difficiles. Il est très furieux, il est sauvage. Alors on se demande pourquoi. Il est petit. Et quand on connaît maintenant, du moins, sa vie antérieure, finalement, on sait pourquoi. Cette vie antérieure, c'est celle de la rue. Illustration dans les quartiers pauvres de Kigali, où les enfants des rues trouvent plus facilement refuge. Revente de ferraille, petits larcins pour manger, certains se mettent à boire et d'autres finissent par se droguer. Déscolarisation, problèmes familiaux, violences, les animateurs du centre qui se rendent dans la rue s'efforcent de nouer le contact en douceur avec ces gosses. Olivier les cherche en permanence. Il leur rend visite plusieurs fois et essaye d'en savoir plus sur leurs histoires. En première ligne, c'est lui qui fait la proposition aux gamins des rues d'intégrer le centre. Salut, ça va? Et toi, ça va? Pour passer une nuit dans cette arrière-cour, les enfants doivent payer un loyer à des petits caïds. Dans ces toilettes, une paillasse jaune posée sur les latrines fait office de lit. Bon alors, dis-moi pourquoi tu es parti de ta famille. J'ai perdu mon père, il est mort. Et ta mère? Elle est en prison. Moi, j'avais des parents et ils sont morts pendant le génocide. Ma grand-mère m'a abandonné. Je n'ai plus personne pour m'aider. Je ne veux plus de cette vie dans la rue. Je veux rentrer. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi aussi, je veux aller à l'école et être réunifié. Alors qu'Olivier et Élie discutent avec les enfants, une femme s'invite dans la conversation. Elle connaît l'histoire de ses jeunes voisins et elle dit même qu'ils ne disent pas toute la vérité. Ils disent qu'ils veulent rentrer chez eux, mais c'est faux. Et pourquoi ils ne veulent pas? Je ne sais pas, mais peut-être faut-il les mettre dans un centre de rééducation pour qu'ils y voient plus clair. À force de vivre dans la rue, ils sont comme désordonnés. Alors ceux qui rentrent chez eux comme ça, ils retournent immédiatement dans la rue. Comme lui, il a menti, il va à l'école. Mais le soir, il reste ici et ramasse tout ce qu'il trouve, tout ce qu'il peut vendre. Les enfants acceptent de nous montrer un des lieux où ils trouvent du charbon à revendre. Ils descendent au fond de cette fosse qui fait office de dépotoir pour tout le quartier. En plus de ça, ils cherchent de quoi manger et parfois volent quelques patates. Retour au centre Rugamba pour le déjeuner. Les enfants ont droit à un plat chaud et nourrissant 3 fois par jour. Et ça peut paraître banal, mais c'est un geste qu'il faut réapprendre. Petit à petit, on les éduque à se partager la nourriture, à leur parler qu'il y a assez vraiment à manger. Et on finit par les convaincre et ils se servent eux-mêmes par les plats. Et on n'est pas obligé d'aller les partager de la nourriture. Bien conscients de leur chance, les enfants qui vivent dans le centre ne boudent pas leur plaisir. Ici, c'est bien. Tu manges, tu dors. C'est clair, ici tu manges bien. Raconte-lui comment je mange. La vie ici me plaît beaucoup. Si tu veux, je peux le dire en anglais. Apprendre l'anglais, justement, suivre une scolarité normale, un objectif pour beaucoup des mômes. Comme tous les enfants, ils ne manquent pas d'ambition, même s'ils sont parfois désabusés. Les assistantes sociales du centre cherchent à leur redonner espoir en parlant avec eux de leur avenir. Et elles organisent souvent des causeries. Vous aussi, il faut vous préparer pour l'année scolaire. Dites-moi, vous aimez vraiment étudier ? Quand tu aimes étudier, c'est que tu veux connaître, avoir de la science. Tu veux faire quoi plus tard ? Je voudrais être docteur. Moi, je veux être garde du corps du président. Alors, de quoi vous avez besoin pour aller à l'école ? Des cahiers, des stylos, des chaussures. Les éducateurs sont comme une famille bis pour les enfants.
Ils assurent le soutien scolaire, les aident à faire leurs devoirs, ils vont au conseil de classe comme des parents le feraient. Ils font parfois office de conseillers d'orientation en attendant de leur rendre leur vraie famille. Car en plus de 15 ans, près de 2000 enfants sont passés par le centre et les 3/4 sont rentrés au bercail. Pendant les grandes vacances scolaires, le centre a réunifié 42 enfants. Et Clément, ce jeune garçon de 14 ans, sera le 43e. J'ai bien aimé vivre ici. Je me suis fait plein de nouveaux amis. Mais c'est bien aussi de vivre dans sa famille. Les raisons qui ont poussé Clément à partir de chez lui sont délicates. Son histoire de famille est douloureuse. Il a découvert par hasard qu'il était né d'un viol. Et il a quitté sa maison et sa mère à cause de ce secret qu'elle gardait pour elle. Après quelques mois dans la rue, il arrive au centre Fidesco qui essaye alors de le réconcilier avec sa mère et les efforts ont fini par payer. Festus, un des animateurs qui s'est occupé de la médiation, était présent à la première rencontre entre Clément et sa mère. Le papa que je t'ai montré, ce n'est pas ton vrai père. Je m'excuse. Voilà comment ça s'est passé pour que tu sois né. C'est malheureux, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et le garçon a dit, je te pardonne parce que maintenant tu me dis la vérité, mais je te dis que les voisins m'auront dit avant toi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai volé, j'ai abandonné l'école et j'ai abandonné la maison et je vendais les choses de la maison parce que je me sentais un peu mal à l'aise. Dernier au revoir, et c'est l'heure du départ pour Clément. Direction Karama, un quartier populaire sur une colline de Kigali. Pour officialiser la fin de la tutelle de Fidesco sur l'enfant, ils font un bref crochet par un bureau de la mairie. L'administration garde un regard attentif sur ces changements de situation, histoire d'éviter tout trafic d'enfants. Dernière marche, et Clément retrouve sa maison et sa famille. Sans effusion de joie. Sur le moment, on ressent beaucoup de pudeur. Et malgré les différentes rencontres, la maman est prudente et elle redoute encore que son fils ne la fuit. Je suis contente, mais le problème, c'est qu'il est déjà rentré plusieurs fois avant de repartir. Et toi, Clément, qu'est-ce que tu en penses? Ce que je veux dire, c'est que maintenant, je ne vais plus refaire ce que j'ai fait avant. Dernière formalité avant de partir, puis Élie et Festus vont s'éclipser. Ce qui va suivre appartient à Clément et à sa mère. Pourtant, le travail des éducateurs est loin d'être terminé. On doit continuer à collaborer avec les parents, avec l'enfant lui aussi. Sinon, si on le laisse comme ça, il peut naître d'autres problèmes. Alors, il faut qu'on soit conscient ou bien on soit au courant de ce qui se passe dans sa famille. Rester en contact avec les familles, c'est un travail de terrain qui ne se fait pas par téléphone. À 3 heures de la capitale, Élie et Jean-Baptiste partent aujourd'hui visiter plusieurs familles du village de Savé. Une visite qui n'a pas la rigueur d'un contrôle en règle, c'est plus une prise de température. Comme ici chez Manuel, qui est le cadet d'une famille de 10 enfants. Il est rentré chez ses parents il y a seulement quelques semaines. J'ai eu beaucoup de problèmes avant, quand j'étais dans la rue. De retour ici, je n'ai plus ces problèmes. Bah oui, comme souvent. Vous avez peur d'être réunifiés, vous croyez que vous n'aurez pas de quoi manger, de quoi vous vêtir. Non, pour moi, il n'y a pas de problème. Pour nous aussi, ça nous encourage. On oublie les difficultés qu'on a rencontrées dans d'autres familles où la lourdeur du travail. Mais quand on voit que l'enfant est stable et qu'il avance à l'école, c'est comme une rémunération, quoi. Pourtant, l'équation est parfois plus compliquée. La mère de Manuel confie avec sincérité les quelques difficultés qu'il rencontre. L'enfant compare souvent la vie du centre avec la vie d'ici. Quand même, ça commence à être difficile pour nous tous et pour lui. Pourtant, il accueille la vie d'ici.
Quelque part, on ne peut pas refuser la vie de chez soi. Ici, les familles sont donc prises à la gorge par la pauvreté. Et les moindres frais pour l'école ou pour la santé sont lourds à amortir. Pour Élie et Jean-Baptiste, le sentiment est donc nuancé. D'un côté, ils peuvent avoir la satisfaction d'avoir réuni une famille, mais de l'autre, c'est une sensation d'impuissance face à l'ampleur du travail. Dès demain, un autre Manuel fuira une vie de misère au risque de perdre les siens. Il partira avec l'espoir de trouver une vie moins rude. Et les mésaventures de certains ne l'empêcheront pas d'avoir son propre rêve. Un beau reportage d'Aymeric Coletta pour un très beau projet soutenu par la Fidesco. Jean-Marie, dès 92, des membres de la communauté de l'Emmanuel se soucient des enfants qui vivent dans les rues. Racontez-nous un petit peu la genèse de ce centre. Qui sont Daphrose et Cyprien Rugamba? Cyprien et Daphrose Rugamba, c'est les fondateurs d'abord de la communauté de l'Emmanuel au Rwanda. Oui. Alors, Daphrose était une maman de 9 enfants, mais qui avait 10 enfants chez elle parce que Cyprien avait un autre enfant, donc c'était une famille de parents et 10 enfants. Alors, elle a commencé son travail dans la ville comme vendeuse de patates douces. Là, au marché, elle a rencontré justement les enfants, dont un enfant de 6 ans. Comme une maman qui a un cœur, qui a de la compassion, elle s'est intéressée à sa vie. Elle a été très touchée de voir un enfant de 6 ans qui s'occupe de tout, de manger. Il n'y a personne pour s'occuper de sa maladie quand l'enfant est malade. Il n'y a personne qui sait là où l'enfant dort. Donc ça l'a touché au cœur. Elle a partagé cela à son mari. Et entre eux, ils ont décidé de créer un petit budget sur le budget de la famille pour aider ses enfants. Mais finalement, en voyant bien, ils ont vu que le problème était plus grand, plus large. Ils ont décidé de partager ce problème à la communauté. Et c'est devenu, je dirais, un service communautaire de compassion. Ils se sont dit, on ne peut pas faire ça n'importe comment. Il faut avoir un cadre. Donc c'est comme ça qu'ils ont créé un centre, plutôt la Fidesco, comme une association du droit national, donc qui a été agréé par le gouvernement rwandais. Alors, ça a commencé petit à petit comme ça, mais malheureusement pour eux et pour nous, pendant le génocide, ils ont été tués avec leurs 6 enfants. Donc, c'est comme si ça partait. Alors, juste après la guerre et le génocide, le problème était devenu autre, justement, comme je l'ai dit. Et il y avait des enfants partout. Alors on s'est dit, il faut faire quelque chose. C'est l'urgence. C'est l'urgence. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et au départ, justement, comme je l'ai dit, il n'y avait pas de centre. On a commencé à placer les enfants dans les familles. Mais comme vous l'avez vu, il y avait un problème des enfants dans les familles sans éducation. Il y avait des enfants drogués. Et vous avez des enfants qui venaient de faire 2-3 ans dans la rue, qui n'avaient plus d'éducation, de respect, de quoi. Il y avait même justement des drogués. Et là, alors, c'était dur pour les familles de les encadrer. Il a fallu trouver une structure plus encadrée pour les rééduquer, pour les désintoxiquer, pour les droguer, tout ça, avant de les remettre dans la vie familiale. Jean, pourquoi la Fidesco s'est-elle engagée dans ce projet en particulier? C'est extraordinaire ce qu'il dit, parce que c'est vraiment ça, en fait. Fidesco est venu soutenir, mais maintenant on a un bureau Fidesco à Kigali depuis des années, et vous avez remarqué qu'il n'y a pas de volontaires européens. Oui. C'est totalement, entre parenthèses, Jean-Marie, rwandanisé. C'est-à-dire que même si on va peut-être reprendre le partenariat avec des volontaires européens pour des missions spécifiques et des postes spécifiques, parce que le centre se développe, il est devenu un des centres de réinsertion des enfants des rues les plus importants au Rwanda. Le gouvernement rwandais l'a salué comme une des créations les plus importantes du pays. Donc il a besoin d'aide, mais aujourd'hui les Rwandais se sont pris en main. Et Fidesco, dont la mission est de soutenir des projets à la demande d'abord de la communauté de l'Emmanuel, évidemment, puisque Fidesco, c'est la communauté de l'Emmanuel, et de l'Église catholique plus largement, ne pouvait pas fermer les yeux et dire, écoutez, débrouillez-vous. Donc on a investi beaucoup de temps et d'argent pour aider nos frères rwandais à créer le centre Rugamba suite au décès et au massacre de Cyprien et Daphrose. Et aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que c'est une réussite, parce que ce projet est géré par les Rwandais. Il est soutenu par l'UNICEF, il faut le savoir quand même. On a des partenariats avec pas mal d'ONG, y compris l'État rwandais. Et aujourd'hui, c'est une réussite, même s'il y a un tas de problèmes à régler. C'est une réussite en ce sens où, voilà une association internationale, Fidesco, qui a une branche totalement africaine,
qui prend en charge ses propres problématiques et qui réussit à le faire. À un tel point qu'on se demande même maintenant comment on va pouvoir s'en servir comme exemple pour le faire ailleurs. Combien le centre a accueilli d'enfants au départ et combien il y en a maintenant ? Au départ, on a commencé par la capacité d'accueil de 50 enfants. Oui. Jusqu'à maintenant, la capacité d'accueil justement est très limitée, mais on joue justement sur la réunification. Les enfants sortent et les autres entrent. Mais le travail en fait d'assistance aux enfants de la rue ne se limite pas qu'au centre. Comme vous avez vu, il y a des visites dans la rue et le travail commence par là. Il y a même les enfants qui acceptent d'être réunifiés sans passer par le centre. Alors, réunifier, on va expliquer, c'est un beau mot, mais il faut l'expliquer, je pense. Hein. Donc, c'est quoi? Réconcilier les familles, c'est ça? C'est réconcilier les familles, justement, parce qu'on dit réunification, parce qu'il y a une cassure, il y a une rupture avec la famille. Donc, il faut rééduquer les enfants pour les donner la capacité de revivre avec la famille avec laquelle elle était séparée. Comme vous avez dit, un exemple, il y a différentes raisons de séparation. Il y a la pauvreté, mais il peut y avoir aussi des problèmes qui nécessitent notre travail pour que la vie reprenne, oui. Ouais. On va en parler. Patrice, vous qui êtes responsable Afrique, vous êtes souvent allé sur les lieux. Comment la Fidesco accompagne-t-elle très concrètement? Est-ce que c'est une aide financière? Il y a des moyens humains? Enfin, comment ça se passe? Il y a eu au moment de la création, il y a eu à la fois une aide humaine et une aide financière. Oui. Le projet reste soutenu, je veux dire, financièrement, effectivement, par la communauté, qui est le canal par lequel, je veux dire, une grande partie des fonds sont recueillis. Bon, le centre lui-même s'est ouvert sur d'autres sources de financement. Jean parlait de l'UNICEF, il y a le ministère de la Famille qui soutient. Oui. Donc, ce qui montre aussi l'exemplémentarité de ce centre. Mais non seulement, si vous voulez, je crois que le reportage le montrait bien, par le souci de l'homme. Si vous voulez, qu'il y a par rapport à ces enfants. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement les sortir et trouver leur famille, c'est les sortir du milieu dans lequel ils sont, leur faire prendre retrouver une dignité humaine. Et je crois que c'est fondamentalement le grand apport de ce centre par rapport à d'autres centres qui s'occupent d'enfants de la rue, c'est d'avoir en priorité ce désir de leur redonner leur dignité humaine, qui ensuite va permettre que ces enfants puissent aller à l'école, puissent revenir dans leur famille, accepter de revenir dans leur famille. Ouais, alors Fidesco l'aide par, si vous voulez, par le soutien moral qu'on a à distance, par des visites. Il y a eu des visites permanentes, enfin chaque année plusieurs visites. Hein. Comment vous le déployez, ce projet éducatif, humain, spirituel porté par la Fidesco? D'abord, je voudrais souligner l'importance du soutien de la Fidesco. Oui. Si on parle du soutien de l'UNICEF ou du gouvernement rwandais, ça ne fait que autour de 4 ans qui nous soutiennent. Donc c'est parce que d'abord ils ont vu les fruits de notre travail. Même avant le soutien du ministère et de l'UNICEF, le gouvernement rwandais avait salué notre travail. Il nous avait même demandé d'aller former dans tous les autres centres au niveau du pays à notre méthode, parce qu'on voyait que chez nous ça marchait. Ça portait des fruits. Ça portait des fruits. Il y a même des centres qui avaient travaillé plusieurs années, mais qui allaient jusqu'à dire que la réinsertion d'un enfant de la rue n'est pas possible, parce que ils disaient qu'ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. Alors justement, moi je me pose une question, comment on noue le contact avec des enfants qui quand même dans la rue peuvent se montrer sauvages, voire agressifs, parce que traumatisés? Comment on fait? Comment ils font, vos éducateurs? Comment vous les formez à ça? En fait, le nœud, c'est l'amour. En fait, l'agression par enfant, d'abord, je crois que c'est sa façon de se défendre, c'est autoprotection. Oui. Il veut se protéger. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas confiance à la société, parce que la confiance n'a pas confiance en lui. Il n'a pas confiance à la société parce que la société ne l'a pas aimé. Et la société ne peut pas l'aimer sans changer sa vision, parce que c'est un enfant qui gêne. D'abord, c'est des voleurs. C'est une source d'insécurité. Donc, il y a une distance par rapport à la société. Donc, je dirais, le nœud, c'est l'amour, comprendre cet enfant. Et l'enfant qui se sent compris, il va s'ouvrir, il va vous dire son problème. Quand il vous dira son problème, vous allez pouvoir l'aider à s'en sortir. Donc le nœud de tout ça, c'est l'amour. Et le respect de cet enfant, justement, de sa vie, de son histoire. Et ce qui fait que, pour nous, l'objectif, ce n'est pas de sortir de la rue.
c'est d'abord de faire une personne, un humain, et de donner la capacité de pouvoir vivre avec les autres. Alors, les autres voulaient commencer justement par le sortir de la rue pour faire autre chose après. Or, c'est pas mécanique, c'est ça que vous voulez dire. Justement. La finalité, c'est en faire un homme. Patrice, quelle vie spirituelle, quel compagnonnage pour le personnel du centre? C'est quand même pas un métier commun et facile. Non, c'est pas très facile. Le film le faisait apparaître. Hein. C'est difficile pour les animateurs qui jouent de temps en temps à la fois le rôle de parent et le rôle d'éducateur. Oui. Alors, il y a un accompagnement spirituel qui se fait. Je veux dire, par exemple, tous les jours, le matin, les enfants et les animateurs et tout le personnel se retrouvent pour un temps de prière, de louange, je vais dire de façon avec beaucoup de chant, mais qui leur permet aussi de présenter un peu la situation des enfants, hein, si vous voulez, les difficultés des uns et des autres. Il y a aussi transmission de foi par à la fois le comportement, la façon dont les animateurs accueillent, écoutent les enfants. Beaucoup de choses passent par l'écoute. Il y a aussi des temps où on propose aux enfants des petites récollections pour prier, peut-être les aider à dépasser leurs blessures ou guérir leurs blessures. Vous voyez, il y a quelques temps qui sont ouverts comme ça. Et puis, je veux dire, c'est essentiellement par, comme disait Jean-Marie, l'amour qui est déversé dans ce centre par le personnel. Si vous voulez. Il y a un engagement personnel profond, ce qui fait qu'ils sont toujours très sensibles, ils restent sensibles devant les situations de tous ces enfants. Oui. Et nous aussi. Jean-Marie, comment se passe très concrètement une journée au centre Rubanga? Ils vont à l'école, les enfants? Vous leur faites l'école? Comment ça se passe? Alors, au centre, les enfants se réveillent le matin, tous. Ils commencent par la douche, par la propreté. Ils se douchent et puis ils nettoient leur dortoir. Et puis ça va aussi par le petit déjeuner. Et puis il y a ceux qui vont à l'école. Donc ceux qui ont, en fait, parmi ceux qui sont au centre, il y a, en attendant la réunification, il y a ceux qui rejoignent les écoles primaires des alentours. Et vous avez d'autres aussi qui sont dans les écoles secondaires, mais aux alentours en attendant la réunification. Alors ceux-là, ils partent à l'école. Alors ceux qui restent au centre, il y a toute une organisation qui est faite pour les occuper pendant la journée. Il y a le temps de causerie, il y a la récréation, il y a toute une organisation qui est faite. Parallèlement, il y a un service qui s'occupe des enfants qui sont encore dans la rue. Il y a des visites dans la rue, mais il y a aussi un temps qu'on leur propose 2 fois par semaine pour venir au centre, d'abord pour cette rééducation, mais pour leur permettre aussi de se laver, pour les soins médicaux pour ceux qui sont malades. Donc le temps qu'ils viennent passer au centre, ils viennent pour la journée et ils rentrent dans la rue le soir. Est-ce que vous proposez une formation professionnelle peut-être pour les aînés qui sont déjà presque dans la vie adulte? Oui, justement, il y a ceux qui ne peuvent pas intégrer l'école primaire ou l'école secondaire ou qui n'ont jamais fait l'école. On leur propose une formation professionnelle. Nous avons fait des contrats avec d'autres centres de formation, des maisons de formation. Ça ne se fait pas au centre. À l'époque, on leur faisait fabriquer des cartes postales, mais actuellement, on a ouvert les horizons pour d'autres métiers. Donc, il y a ceux qui font la mécanique, la soudure, la menuiserie, la maçonnerie. Donc, on leur fait faire une formation professionnelle pour ceux qui ne peuvent pas intégrer l'école normale. Et alors, vous parliez de réunification des familles, mais pour les orphelins sans parents proches Alors, sans parents proches, d'abord, il faut souligner le fait que la famille en Afrique s'est élargie, surtout au Rwanda, c'est très important. Il ne suffit pas de perdre père et mère pour ne pas avoir de la famille. On tente chez les oncles et les tantes, mais quand ça ne marche pas, on cherche les familles d'accueil. Donc, c'est un travail qui se fait à travers justement la communauté de l'Emmanuel, les groupes de prière animés par la communauté de l'Emmanuel, ou en général par les chrétiens, on arrive à trouver les familles d'accueil pour ces enfants. D'accord, vous partez à la recherche des familles et de familles d'accueil. Combien de temps les enfants restent-ils au centre Ça dépend de l'enfant, justement, on respecte l'histoire de l'enfant, mais ça varie entre 6 mois et 1 année. Pas plus. Des cas qu'on dit des cas spéciaux,
ça peut aller jusqu'à 2-3 ans selon l'enfant, parce qu'il faut attendre qu'il soit mûr pour partir. Ce que j'ai envie de dire, c'est court, 6 mois, 1 an, pour guérir d'un traumatisme violent et puis de l'abandon. Donc quel suivi Oui, mais en même temps, vous voyez dans le film souligner effectivement une difficulté pour ceux qui restent longtemps. Quand ils sont réunifiés, si vous voulez, ils ne trouvent pas forcément dans leur famille des conditions matérielles analogues à celles qu'ils ont eues au centre. Donc il y a aussi une raison qui fait qu'ils ne restent pas trop longtemps. Si vous voulez, je vais dire, au centre, ils bénéficient d'un certain confort, entre guillemets, si on peut dire, qu'ils ne retrouveront pas forcément dans leur famille. Donc il faut éviter aussi qu'ils prennent trop, je vais dire, goût à un certain mode de vie qui n'est pas celui de leur famille. Mais par contre, au centre, il est quand même nécessaire, je vais dire, de les nourrir, de les habiller, de s'occuper d'eux. Donc ceux qui restent longtemps, effectivement, comme dit Jean-Marie, c'est souvent pour des questions soit d'histoire familiale très compliquées, soit parce que vraiment ils ont eu des traumatismes très forts et où il est important de laisser le temps passer. Le temps, je vais dire, est un des facteurs importants dans cet accueil. Le travail, justement, ne commence pas que au centre. C'est ça. Ça commence dans la rue et ça ne finit pas quand l'enfant a quitté le centre. Il y a tout un travail de suivi familial. Ça, il faut le souligner. Parce que si on le laisse comme ça, justement, il risque de revenir. Il y a tout un suivi qui se fait. Il y a les enfants qui nécessitent un suivi de même plus de 5 ans après la réunification. C'est ça, parce qu'en fait, la réunification de la famille ne résout pas le problème de la pauvreté pour lequel certains sont partis, j'imagine. Tout à fait. Oui, justement, par exemple, pour les enfants qui sont remis dans l'école, le centre s'engage à continuer à payer pour leurs études, même après leur vie au centre. Il y a même des familles qui nécessitent un soutien financier pour éduquer les enfants. Et quand ils sont devenus adultes, vous les revoyez ? Oui. Avec joie ? Avec joie. Il faut reconnaître que vraiment, il y a une joie de voir un ancien enfant de la rue, père, qui a des enfants. Nous avons maintenant un qui est en train de finir ses études universitaires à l'université de Boutaré, qui a fait la psychologie clinique. Il est très touchant de voir son travail de mémoire qu'il a fait. Il a écrit sur la vie des enfants de la rue. C'est marrant, c'est très touchant. Pour vous, c'est très encourageant. Très encourageant. Il y a un deuxième volet du projet Fidesco au Rwanda. Le centre a également pour vocation de promouvoir la paix et de développer une culture de réconciliation. En quoi ça consiste ? Qui veut en parler ? Alors, d'abord, il faut voir que notre travail, ce n'est pas nécessairement résoudre le problème qui est là. Il faut aussi penser à la prévention. Il faut reconnaître que si le Rwanda est tel qu'il est actuellement, il y a eu justement ce manque de paix qui a causé plusieurs morts, qui a causé plusieurs nombres d'orphelins et qui a fait que beaucoup d'enfants sont blessés. Donc, notre objectif aussi de participer à la prévention de ce problème. Donc, et on se dit que même pour notre bien en tant qu'humain, il faut mieux s'occuper de ces enfants parce que l'expérience nous a montré leur participation, donc la participation des jeunes enfants de la rue ou mal aimés ou délinquants en général dans le génocide, dans les tueries qui se sont faites. À cause de leur pauvreté, de leur incapacité de réfléchir jusqu'à plus loin, ils ont été manipulés, donc ils ont été vraiment la main d'œuvre de ce qui s'est passé pendant le génocide. Alors, s'occuper de ces enfants, c'est en même temps réduire, je dirais, la violence de demain, et c'est participer à la paix. Et en plus, on ne pouvait pas se limiter sur le problème ethnique, parce que les enfants de la rue, en fait, quand ils sont dans la rue, ils n'ont pas d'ethnie. Ils vivent ensemble, Hutu et Tutsi et toi, et ils s'entraident mutuellement et ils se défendent. Parce qu'ils ont des agressions. Par exemple, quand la police vient le rattraper, pour eux, c'est une agression. Quand d'eux a volé, qu'il y a des gens qui veulent venir... donc, pour eux, on voit qu'ils se défendent ensemble. Ils n'ont pas d'ethnie. Donc, ils nous enseignent que, malheureusement, pour nous, les grands, mais que et c'est possible. Alors, on tire une leçon pour aussi
apprendre et faire apprendre aux autres. Jean, le synode pour l'Afrique qui s'est tenu à Rome en octobre, je pense, dernier, portait justement sur Afrique réconcilie-toi. Dites-nous un petit mot. Patrice y était d'ailleurs. Oui. Il y a un énorme enjeu, parce que pour prévenir en tout cas de futurs génocides, si on peut dire les choses comme ça, travailler à la paix est essentiel. Et on va commencer à travailler à la paix d'une manière efficace si on touche d'abord les générations les plus jeunes, en s'inscrivant dans une démarche d'écoute, de tolérance, de pardon aussi. Et puis de construire la paix en disant que pour vivre heureux, il faut vivre en paix. Pour construire économiquement un pays, il faut vivre en paix. Rappelez-vous ce que disait Paul VI, le nouveau nom de la paix, c'est le développement. Popularum progressio. Ça date pourtant de plusieurs décennies. On est au cœur de la problématique. Et l'Église catholique qui a réuni les évêques africains récemment le sait très bien. Travailler tous ensemble dans les diocèses, les paroisses et les ONG catholiques comme la nôtre à cette problématique de la paix, à travers les enfants en particulier, c'est travailler pour les 15 prochaines années de l'équilibre même du continent africain. Il y a un enjeu considérable. Et Fidesco est au cœur de cette problématique. Et moi, je salue le travail de Jean-Marie, qui était un des tout premiers présidents et directeurs du projet. Il fallait oser le faire, croire que les Tutsis et les Hutus pouvaient se réconcilier et avoir un projet commun, parce que vous l'avez bien compris que dans le centre, les animateurs et les encadreurs sont à la fois des deux ethnies. Et en fait, ils ont montré que c'était possible et que ça marche. Patrice, vous étiez à ce synode? Qu'est-ce que vous en avez retenu? Sur le côté, on va dire. Mais le responsable de la communauté de l'Emmanuel était un auditeur, avait été invité comme auditeur. Le responsable de la communauté de l'Emmanuel du Rwanda était comme auditeur au synode. Et ce projet donc d'éducation à la paix, vous le portez pour d'autres pays et d'autres projets Fidesco en Afrique? Partout, je dirais, en Afrique, on a besoin de paix en particulier. Alors, ça se traduit quand même beaucoup à travers des actions comme des projets comme celui du centre Ougamba, mais qui sont épaulés par la présence de la communauté de l'Emmanuel. C'est-à-dire que, je vais dire, l'œuvre de la communauté ou l'apostolat de la communauté auprès des jeunes ou auprès des familles va dans ce sens d'apprentissage de la réconciliation. Déjà même quand une famille se réconcilie en son sein, si vous voulez que les familles ont une vie équilibrée, beaucoup de choses changent par rapport aux enfants, par rapport à la paix qui résulte. Et c'est dans cette cellule, je vais dire, de base que peut se construire véritablement cet apprentissage de l'écoute, du pardon et de l'accueil de l'un de l'autre. Et au Rwanda en particulier, la communauté de l'Emmanuel a mené, enfin continue à mener beaucoup d'activités apostoliques dans ce sens auprès des couples et des familles. Parce que c'est vraiment un très grand enjeu. Les couples, les familles et les jeunes. Comment vous y prenez? Bien par le biais de dire, alors il y a des groupes de prière, il y a des temps de rencontres avec les couples et les familles. C'est ce qu'on a appelé amour et vérité dans la communauté de l'Emmanuel. Ce sont des temps de session où à la fois formation humaine et spirituelle. Là aussi où les couples même se réconcilient entre eux, se réconcilient au sein du couple. Et ça, c'est contagieux. Et c'est contagieux. C'est quand un couple est équilibré et heureux, ça rejaillit sur les autres. Il faut toucher le cœur. Il faut toucher le cœur de l'homme. Si on considère l'enfant comme un programme social à dérouler, même si on est éducateur spécialisé, ça suffit pas. Et Jean-Marie l'a très bien dit, il faut toucher le cœur pour que la personne se sente aimée. Et si votre programme éducatif d'éducateur spécialisé ou que sais-je vient se dérouler sur le terreau de l'amour et du respect, vous faites des merveilles. Mais si on n'a pas compris ça, on n'obtient rien, presque rien. Il faut de la formation aussi. Absolument. L'amour est premier, mais il faut aussi ça être suffit formé, pas. Si on va aimer les gens et qu'on fait rien, qu'on n'a aucun programme, ça suffit pas. Bien sûr, il faut dérouler des programmes professionnels, mais qui reposent sur le terreau du respect de l'amour. Et quand on touche le cœur des gens et qu'on les aime vraiment, en fait, eh bien, et avec les méthodes qui sont celles de l'éducation spécialisée, on fait des merveilles, vraiment. Jean, depuis 1993, la Fidesco n'a pas envoyé de volontaires français. Pourquoi ? Il y avait ce que Jean-Marie a dit, toutes les tensions politiques, un pays qui se reconstruit. Vous savez également que la France avait un peu brouillé ses relations avec le Rwanda. On le dit simplement, mais c'était une réalité. Donc il fallait qu'on fasse attention. Aujourd'hui, les choses semblent se restaurer. Le temps semble peut-être mûr pour que nous puissions renvoyer des volontaires. Avant le génocide, nous avions des volontaires Fidesco dans presque tout le pays, et européens, qui travaillaient tantôt médecins, infirmières, agronomes même. C'est ça, ils ont une expertise professionnelle. Quel est le profil d'un volontaire Fidesco? Nous avons 5 champs d'activité que Fidesco fait assez bien. Donc, Patrice l'a déjà dit, médecine. Nous avons beaucoup de gens qui travaillent dans la médecine, infirmières, chirurgiens, docteurs, etc. L'éducation,
très très important pour nous l'éducation. Ça va du professeur, l'instituteur de brousse jusqu'au professeur d'université. Nous avons ensuite tout ce qui est la gestion, gérer un orphelinat, un dispensaire, un hôpital, enfin voilà. Ensuite il y a l'agronomie. Donc l'agriculture et l'agroalimentaire, c'est très important dans ces pays où il faut quand même apprendre à rationaliser l'agriculture pour se nourrir. Hein. Et le dernier secteur qui est le plus développé chez nous aussi, c'est tous les problématiques sociales, enfants des rues, prostitution infantile, femmes battues, immigrants, émigrés. Voilà. Donc, vous voyez, donc ce sont les 5 métiers dans lesquels Fidesco envoie des volontaires. Donc on envoie des jeunes et des moins jeunes, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment des professionnels qui viennent exercer une compétence professionnelle. Et d'ailleurs, je souligne que nous n'envoyons pas que des Européens. Actuellement, sur le centre Ougamba, on l'a aperçu sur le reportage, mais il est passé parmi les personnes qui étaient filmées. Nous avons un volontaire Fidesco congolais. Voilà, il s'appelle Willy, et il est actuellement en mission à Kigali. Il a été envoyé par Fidesco Congo, et il est africain, au service de ses frères africains. Alors, je pense que cette année, un couple se prépare à partir au service du centre. Qu'est-ce que vous attendez de ce départ, et puis comment ce couple se prépare-t-il ? Patrice. Ils se préparent, j'allais dire, à travers la formation Fidesco. Et qui sont-ils en fait ? Quelle expertise ont-ils ? Ils sont, lui a une compétence en matière de gestion financière et elle, on va dire, d'éducation sociale. Et ils vont partir donc dans le centre pour aider à à l'amélioration de la gestion financière du centre, la mise en place d'outils de gestion. Jean-Marie disait que on est appelé à accueillir davantage d'enfants. Le centre a pris beaucoup d'ampleur. Donc il faut aménager un peu les procédures et les formaliser. Et en même temps, au niveau de l'animation, il y a des éléments nouveaux qui sont envisagés au niveau de l'éducation, enfin de loisirs un peu, d'opérations éducatives. Il y a du besoin. Il y a du besoin, c'est ça. Et ils seront là, pour aider un petit peu et aider les membres du centre à développer un certain nombre d'aspects. Et puis aussi, ce qui est important, c'est qu'ils seront aussi professeurs d'anglais. Puisque le Rwanda est passé à l'anglais depuis il y a 1 an, comme une des langues officielles. Et il y a donc tout un chantier de formation, qui se déroule en permanence pour former tout le monde. Et donc les enfants vont parler anglais, ou ils parlent déjà anglais un peu ? Oui, à partir de l'école primaire, on commence à étudier l'anglais, donc tout le monde s'y met. Donc c'est important. C'est très important. Jean, vous vouliez dire ? Oui, et par rapport aux volontaires, une chose qui est importante à prendre en compte, c'est que Fidesco reçoit des aides publiques et des Nations Unies, et que ça grossit. Vous l'avez vu, il y a presque 1000 enfants maintenant dont on s'occupe. Et aujourd'hui, il est absolument indispensable d'avoir des outils de reporting, c'est-à-dire d'être capable de rendre des comptes à nos bailleurs de fonds internationaux, y compris européens. Fidesco Allemagne, par exemple. Fidesco Allemagne envoie beaucoup d'argent sur le Rwanda pour les aider. Et il est temps maintenant pour nous de mettre en place des outils qui correspondent à des normes européennes pour qu'on puisse rendre des comptes à nos bailleurs de fonds. Et ça va être aussi un de leurs rôles, à ce couple-là, de nous aider avec le bureau rwandais à mettre en place les outils qui vont permettre de rendre des comptes d'une manière très professionnelle à nos bailleurs de fonds. Comment vous les recrutez, les volontaires ? Est-ce qu'ils viennent à vous ou est-ce que vous allez les chercher ? Oui, en fait, tout commence par la réception d'un CV et d'une lettre de motivation. Fidesco reçoit 1800, 1880 CV par an. C'est ce que nous avons reçu en 2009. Et nous allons les former sur une période de 9 mois, à base de week-ends et de sessions d'une semaine. À l'heure où je vous parle, ils sont en session actuellement. Et nous allons discerner avec eux si c'est le bon moment de partir ou pas. Et ceux qui vont passer les étapes, y compris rencontre d'un psychologue, y compris rencontre de plusieurs comités d'interview, d'entretien, on dit, vont être affectés à une mission. Ce n'est pas eux qui choisissent leur mission. C'est Fidesco qui dit, nous te proposons, eu égard à ton profil, à tes expériences professionnelles, nous te proposons cette mission. Et ce sont des missions de combien de temps ? Normalement, ce sont des missions minimum de 1 an. Pour être volontaire de solidarité internationale, selon le décret de 2005, il faut partir au moins 1 an. Beaucoup partent 2 ans. Voilà. Donc voilà, ce sont des gens qu'on prépare vraiment à partir en mission sur un projet précis et qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour faire un travail. Ils ne partent pas pour être avec les gens. Ils vont exercer une profession à la demande d'un partenaire qui a besoin d'eux réellement sur un projet précis. Et sur le plan engagement communautaire, est-ce que vous... Oui, bien sûr. Fidesco a cette particularité d'envoyer, j'ai presque envie de dire, des vrais professionnels et des missionnaires. Quand je dis missionnaires, je ne veux pas dire des gens qui partent pour imposer la foi. Ce sont des gens qui partent avec leur foi chrétienne et qui veulent vraiment s'inscrire dans un projet d'église, plus que respecter les valeurs de l'église, rentrer dans ces valeurs et
participer à la vie de l'Église locale, qui sont celles que nous connaissons très bien, le diocèse, les paroisses. Donc, Fidesco, on voit vraiment des professionnels et des chrétiens convaincus qui vont participer à ces projets d'église qui sont caritatifs, associatifs, œuvres humanitaires quelconques. Jean-Robin, il nous reste 1 minute. Quelles sont vos ressources, vos sources de financement? Quels sont vos besoins? Comment on peut vous aider? Alors c'est très facile à dire. Fidesco a trois ressources essentielles. La première, c'est le ministère des Affaires étrangères qui aide Fidesco à fonctionner, mais c'est moins de 30% de notre budget. La deuxième ressource, c'est le parrainage. Je parle pour les volontaires, hein. Le parrainage, ce sont les volontaires qui trouvent des parrains pour les aider à partir dans leur mission et qui viennent aider l'œuvre générale de Fidesco. Et la troisième, ce sont les dons privés. Oui. Et pour l'œuvre des centres Ougamba, par exemple, si l'État rwandais et l'UNICEF nous aident, ça ne couvre pas la moitié de notre budget. Jean-Marie a dit 30% à peu près. Donc il faut que nous trouvions pratiquement 70% du budget pour aider tous ces enfants. Combien coûte un enfant, par exemple, par jour au centre? Vous avez une idée? Au centre, la moyenne pour un enfant, c'est autour de 2 €. D'accord. Et il va falloir trouver de l'argent pour aider ces enfants. Et donc vraiment, moi je profite de votre antenne, hein, et je remercie Cathéo de nous le permettre, pour dire à tous les gens qui vont nous écouter, à tous les téléspectateurs, que chaque fois que vous envoyez 1 € à Fidesco pour le centre Ougamba, ça part à Kigali, et ça aide les enfants à se reconstituer, à se recréer, j'ai envie de dire, pour devenir demain des citoyens actifs de ce pays. Il faut nous aider en envoyant vos dons à Fidesco, vraiment. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois pour votre présence. C'est la fin de l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez soutenir la Fidesco, vous pouvez envoyer vos dons à l'adresse affiche sur vos écrans, Fidesco, 5 rue du Bourg-l'Abbé, 75 003 Paris. Vous pouvez également retrouver tous ces coordonnées sur le site internet de la Fidesco, www.fidesco-international.org. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. Au revoir. Cette émission vous est